Bien, écoutez, bonjour à tous. Il est temps de commencer notre dernière série des Mardis du financement. Nous avions démarré par le monde bancaire, la semaine dernière les marchés obligataires. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir nos invités qui font partie des leaders de la place sur la partie des fonds d'investissement, relativement actifs sur des sujets larges, variés et notamment en énergie, mais pas que, qui vont vous présenter leurs activités, qui vont vous parler de la résilience des fonds d'investissement et qui vont vous parler aussi d'un aspect qui est essentiel, c'est finalement la question de la... alors, pardon, peut-être avant juste de commencer, est-ce que tous les non-participants peuvent se mettre en mute, s'il vous plaît ? Voilà, si ça n'a pas été fait de notre côté, on va probablement mettre tout le monde en mute pour éviter les interférences, hormis nos speakers. Voilà, donc aujourd'hui… Quelques semaines avant la réunion. Monsieur Forêt, Monsieur Forêt. Et t'expliquer tout le concept des mini-conférences suivies d'ateliers. Hein. Donc, pour ne pas recommencer l'explication. Bon, nous avons quelqu'un qui n'est pas en mute. Ah, voilà, ça y est. Bon, je continue. Donc, en fait, le sujet aujourd'hui, c'est peut-être de partir de la base de cette crise qui nous a tous affectés pour montrer qu'elle est très différente d'autres types de crises, même si dans les mois qui viennent, elle provoque une crise économique, ce que beaucoup de pays attendent. Et en fait, de voir quelle est la place des fonds d'investissement, comment ils participent à l'économie. Les fonds d'investissement et leur vision a beaucoup changé. Du fait de la différence de réglementation il y a quelques années, on parlait de finances alternatives, finances de l'ombre, tous ces mots-là n'existent plus aujourd'hui et les banques, d'ailleurs dans nos mardis du financement d'il y a 15 jours reconnaissent que ce sont des acteurs essentiels qui viennent, qui participent, qui apportent une brique à l'économie et au développement de nos entreprises. Donc voilà, quelques mots simplement pour introduire le sujet et je vais laisser la parole en commençant par ces dames qui sont présentes autour de la table et en leur demandant de présenter leurs activités, les fonds, la résilience, le marché. Voilà, je vous demanderai de vous en tenir à 5 minutes maximum. Sylvie, je te donne la parole. Bonjour à tous. Donc moi, je représente le fonds Crédit Mutuel, le fonds d'investissement infrastructure qui est en cours de création au sein du groupe. Donc c'est un fonds qui est largement sponsorisé par Crédit Mutuel Equity, la filiale qui porte nos participations industrielles. Qui va apporter donc 250 millions d'euros à ce nouveau fonds. C'est un fonds donc qui est un spectre au niveau des investissements et des secteurs visés assez large. On vise le secteur de l'énergie, du transport, mais aussi la santé, le social, l'environnement, la gestion des déchets et l'économie numérique. On a un profil de fonds buy and hold sur une durée très longue de 25 ans avec à la fois un prisme investissement dans les sociétés projets et aussi investissement en corporate dans des développeurs de projets plutôt en minoritaire pour accompagner le développement de certains développeurs, plutôt des PME en région. Donc on est dans une optique de financer les projets aussi dans les territoires et en nous appuyant pas mal sur le réseau des entreprises en fait du CIC. Désolée. Et donc, Sylvie, par rapport au fond, finalement, dans cette période de crise, est-ce que la façon dont le fonds s'est développé, puisque c'est assez récent, il y a une pertinence par rapport aux problématiques que l'on reconnaît aujourd'hui, notamment peut-être du fait qu'ils soient des projets très long terme ? Oui, tout à fait. En fait, on sent qu'on n'a pas vraiment de baisse d'activité dans les fonds parce que le pipeline des projets en infrastructure se construit de manière très, très lente. Donc, en fait, avant la crise, on avait déjà pas mal de projets à l'étude. Ces projets continuent d'avancer et on sent des développeurs aussi qui sont très aux manettes de leur sujet et très impliqués. Et puis, il y a un soutien aussi, en fait, des personnes publiques au développement de ces projets qui
s'est confirmé. Donc, on continue d'avancer et je dirais que on travaille différemment, mais les projets continuent à bien se développer. Peut-être juste une question, différemment comment? Différemment dans le sens où on a des moyens en fait de travail, notamment via les visioconférences. On fait beaucoup de travail à distance, mais ça n'empêche que on travaille de manière efficace. Merci Sylvie. Je vais passer à Maude. Maude qui est dans le périmètre du Crédit Agricole chez Idia. Donc Maude, qu'en est-il de ta perspective? Bonjour à tous. Donc moi je représente Idia Capital Investissement, qui est l'outil national de private equity du groupe Crédit Agricole. Idia aujourd'hui c'est 1,8 milliard sous gestion. Et c'est une société de gestion qui est en phase de diversification depuis quelques années, puisque historiquement, Idia était très présent dans l'agri et l'agroalimentaire. Et donc, en 2019, on a créé ce nouveau fonds CA Transition. La particularité de ce fonds, c'est que c'est le premier fonds bancaire pour compte propre de capital développement en corporate. On n'a pas vocation à investir dans les infrastructures. Il y a déjà beaucoup d'acteurs très compétents qui sont sur ce segment-là. Donc nous, notre souhait, notre volonté, c'est d'accompagner les dirigeants en minoritaire dans leur stratégie de croissance au niveau de la maison mère. Donc typiquement, si on regarde le secteur des énergies renouvelables, ça va être des développeurs ou des IPP qui sont en phase de diversification sur d'autres segments de marché, comme l'efficacité énergétique, par exemple, l'autoconsommation, ou des entreprises qui vont être en phase d'internationalisation. Comme chez CMCIC, on ne regarde pas uniquement le segment des ENR, on cible plus globalement la transition énergétique, donc avec 4 grandes briques, les ENR, je l'ai dit, l'efficacité énergétique, toutes les sociétés qui proposent des solutions pour améliorer les process, optimiser les consommations dans l'industrie, dans le tertiaire, le résidentiel, etc. On cible également le secteur un peu vaste, mais qu'on appelle le smart grid, qui est un peu moins mature, en tout cas pour nous qui faisons du capital développement, mais qu'on regarde de très près. Et puis le secteur de l'économie circulaire. En tant que fonds bancaire, nous sommes un investisseur patient. C'était déjà le cas avant la crise et ça l'est toujours. Ça, c'est vraiment notre spécificité puisque nous investissons les fonds propres du groupe Crédit Agricole. Et bien évidemment, le fait d'être adossé à un grand groupe bancaire comme le Crédit Agricole, c'est un énorme avantage, à la fois parce qu'on peut être apporteur de business et de chiffre d'affaires pour nos participations, en les mettant en relation avec l'ensemble de l'écosystème, et puis également parce qu'on peut créer des synergies entre les différents métiers du groupe et ouvrir des portes vers des solutions de financement, de garantie, etc. D'accord. Court terme, long terme, parce que patient, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Est-ce que vous avez plusieurs niveaux de durée dans le fonds selon le type d'activité? Non, alors ça, c'est vraiment l'histoire et l'ADN d'Idia. On s'est toujours défini comme un investisseur patient. Nos fonds sont en grande majorité evergreen, donc sans durée limitée. En revanche, pour le fonds CA Transition, on s'est calé plus sur une pratique de marché. Et donc là, on a un fonds d'une durée de vie de 15 ans plus 2 ans, donc 17 ans renouvelables. Donc, si je peux dire calqué sur la durée de vie des fonds peut-être infra, mais sachant que nous, on fait du capital développement, la durée moyenne de notre participation, c'est 5-7 ans. Voilà, donc nous, on peut rester 7 ans, 10 ans pour accompagner la société dans ces différentes étapes de croissance. Mais il se trouve que lorsqu'on regarde l'ensemble de nos portefeuilles, on se rend compte que notre durée moyenne de présence tourne plutôt autour de 5 ans. Mais il y a aussi des sociétés chez qui on est, notamment dans le secteur agroalimentaire, depuis 20 ans. D'accord. Ok, très bien. Merci Maude. Je passerai à Nicolas, Nicolas Rochon, donc du fonds Airgreen et des fonds Airgreen. Donc Nicolas, où en es-tu aujourd'hui sur tes fonds? Alors Airgreen, on continue à accompagner les développeurs et les producteurs d'énergie renouvelable dans la transition énergétique et le changement climatique. On a comme vocation
nos premiers fonds ont été créés vers 2010 et on était très solaire et éolien et doucement on a accompagné le mouvement de cette transition pour s'adapter aux évolutions du changement climatique. Le point important, c'est que cette crise, finalement, elle renforce encore un peu plus nos stratégies d'investissement. La stratégie d'investissement et l'ADN d'Airgreen, c'était d'être le fonds des producteurs et des développeurs, c'est-à-dire co-développer avec eux, leur trouver des solutions de financement et pas forcément leur racheter leurs actifs. Et finalement, dans cette crise, ça a accéléré un petit peu notre stratégie. On a encore beaucoup de mal à aller acheter des projets tout seul en ready to build à des prix très importants. Et je pense qu'avec les incertitudes encore sur le prix de l'énergie, c'est quelque chose qui va augmenter. Et donc, on est ravis de créer des plateformes de développement un petit peu partout en Europe. Donc, dès le départ, très early stage avec nos partenaires. On est content aussi de développer avec eux des plateformes de production où là, on va pouvoir leur offrir des solutions en obligations convertibles, en equity couplées pour qu'ils puissent avoir l'upside et nous avoir un côté un peu plus défensif. Et enfin, bien sûr, on continue à développer nos offres de bridge, de financement court terme pour leur donner l'agilité et la rapidité d'exécution. Donc ça, cette crise, elle nous renforce un petit peu dans l'ADN en fait d'Airgreen d'accélérer ces partenariats. Et pour donner une illustration, les 3 deals qu'on a closés et qu'on est en train de closer en ce moment, donc en pleine période Covid et post-Covid, c'est des opérations d'adaptation au changement climatique ou aussi sur les nouvelles thématiques. Donc, on a un partenariat avec Sunagri et on a lancé la plateforme Racine pour le partenariat entre les agriculteurs et le solaire, pour comment on est capable d'augmenter le rendement de l'agriculture tout en produisant de l'énergie. Je pense que c'est ça les sujets de demain pour notre secteur. On a aussi des financements pour de l'équilibre du réseau avec des solutions de batterie en réserve primaire et secondaire. Et on fait aussi du financement sur des flottes d'hydrogène. Voilà, donc on essaie de se projeter toujours dans les sujets de demain. On continue à les analyser. Et ce qu'on ressort aujourd'hui de façon très forte de cette crise, c'est que finalement, on a eu des exemples au quotidien, ces 3 derniers mois, que notre secteur, le secteur de la transition énergétique, est un secteur clé. Je vous donne 3 illustrations. La première, c'est qu'on avait un dossier où on avait vraiment des risques et pendant le Covid, on n'attendait qu'une seule chose, c'est avoir une prolongation d'un délai de raccordement. C'était pour de l'éolien en Italie. Le tarif était quand même assez élevé. Le gouvernement italien aurait pu profiter de cette occasion difficile économique pour ne pas nous la renouveler et il nous a donné un renouvellement de 2 ans. C'était un signe très fort des gouvernements et on l'a vu sur beaucoup de projets où on a besoin d'allongement dans les périodes de raccordement de ce phénomène. Donc ça, c'est un point très fort. Il y a un deuxième point très important, c'est qu'on a vu aussi des offres sur certains de nos actifs et on est en train de céder un de nos actifs à un prix sur les mêmes niveaux que l'avant-crise. Donc, c'est une très forte résilience. Et enfin, je dirais un 3e point pour conclure, c'est sur la partie levée. Et ça intéresse un peu tout le monde, c'est que on arrive encore, on était confinés, on n'a pas pu voir nos investisseurs et on a quand même fait encore un closing sur le fonds Infra Green 4 puisqu'il y a 50 millions d'euros, un peu plus de 50 millions d'euros supplémentaires qui ont été investis dans notre fonds 4 pour l'amener à 450 millions d'euros. Et on a vu la volonté des investisseurs institutionnels, des mutuelles, des assureurs, qui sont nos principaux pourvoyeurs de fonds, d'accompagner le secteur. Et je suis assez convaincu que cette crise va réallouer encore plus de capitaux vers les enjeux de société durable et les enjeux vitaux. Et l'argent qui est parti des secteurs, notamment carbonés, va avoir du mal à y retourner. Et donc ça, je pense que c'est un point important. À sortir de la crise. Et donc aujourd'hui, on est prêt à affronter cet après-confinement avec un peu plus d'1,2 milliard d'encours sous gestion et des équipes qui aujourd'hui n'ont jamais eu autant de dossiers à analyser que dans cette période-là.
Alors, certains oiseaux de mauvais augure disent qu'avec la baisse du prix du pétrole, avec la concurrence, finalement, le mix crise économique versus une énergie à très bas coût, même si on a des idées de quelque chose, des enjeux sociaux plus durables, on risque de revenir se taper la tête contre la réalité économique. Donc, Nicolas, tu ne partages pas cette idée. Tu penses qu'il y a un vrai changement qui s'est fait? Non, je pense qu'il y a un vrai changement qui s'est fait, mais attention, il y a aussi une problématique, et je suis d'accord avec la baisse du prix de l'énergie, un ralentissement un peu de la croissance économique. Il va y avoir des impacts sur les prix de l'énergie sur le moyen terme, et je pense aussi sur le long terme. On peut penser aussi que l'ensemble des fonds qui vont qui sont guidés vers les investissements dans l'environnement vont avoir une pression déflationniste sur les prix de l'énergie. Et c'est pour ça que dans nos modèles d'investissement, il faut arriver à coupler production d'énergie, adaptation au changement climatique. Il faut être capable d'être en partenariat avec des développeurs, parce que si vous payez des primes de développement énormes en anticipant des prix de l'énergie élevés, vous allez avoir un côté extrêmement déceptif, à mon avis, pour les investisseurs. Donc, je pense que c'est assez complexe ce qu'on vit, mais il va falloir être vraiment très vigilant. Il y a de l'argent, il y a de la confiance pour ce secteur-là, mais il y a aussi une pression déflationniste sur les prix de l'énergie, oui. Et donc il faut réinventer les modèles. Ok, bon, je pense qu'on partage beaucoup de choses. Pour ceux qui sont très intéressés par le sujet, je vous renvoie à un livre très très intéressant que j'ai pu lire pendant la période de confinement qui s'appelle Ma transition énergétique, dont l'auteur est Nicolas Rochon. Voilà, donc n'hésitez pas à le lire. C'est un très bon livre. Je fais de la pub, mais je peux me le permettre. Merci Nicolas. Sur la partie aussi très présente sur les ENR, nous avons Philippe Garel. Philippe, il y a des modèles assez similaires de ce que fait Nicolas, mais aussi différenciés. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des fonds Acofi? Bonjour à tous. Alors effectivement, donc Acofi, c'est une société de gestion qui est pluridisciplinaire. Donc on intervient pas seulement dans la transition énergétique, mais dans d'autres secteurs. On gère un peu plus de 2 milliards et on est un peu plus de 40 personnes. Donc sur la partie transition énergétique, donc moi je suis responsable de l'activité. Donc ça fait une dizaine d'années qu'on intervient sur ce secteur-là, et on est effectivement une équipe qui est plutôt assez spécialisée historiquement sur ou l'acquisition, l'investissement ou le financement des actifs d'énergie renouvelable. Donc historiquement, on a déjà, on va dire, fait un cycle, c'est-à-dire qu'on a closé un fonds equity que l'on a cédé à 90%. On a notamment fait une cession du portefeuille en pleine crise du Covid, donc qui montre effectivement qu'il y a un appétit et que ces actifs-là sont toujours intéressants pour les investisseurs. Sans devoir baisser vos prix. Non, non, effectivement, c'est des actifs qui sont extrêmement résilients, parce qu'en tout cas, sur les actifs historiques, donc qui sont feed-in tarif, ils sont assimilés à une signature État quelque part, et donc ça donne des prix qui sont très robustes. C'est un peu le flight to quality qu'on peut entendre sur les marchés financiers. Donc ça, c'est ce que l'on a fait historiquement. Ensuite, depuis 2014, on s'est plutôt intéressé au financement des acteurs industriels. Donc, en fait, on a suivi un peu leur évolution. Initialement, ils nous ont demandé de racheter leurs actifs, puis à un moment donné, des acteurs comme Reden, Urbasolar, Valorem, c'est un peu tous les acteurs français, nous ont dit on souhaite garder nos actifs, comment est-ce qu'on peut faire? Et c'est comme ça, donc on s'est plutôt spécialisé dans le financement des énergies renouvelables. Et donc, notre fonds s'appelle Prédirect ENR 2030, c'est un fonds qui est clos. Et notre spécialité, alors, contrairement, c'est un peu un complément de ce que fait Airgreen, on est plus sur un couple rentabilité-risque resserré, c'est-à-dire que nous, on ne prend aucun risque de développement. On va plutôt s'adosser à des actifs qui sont au stade le plus minima en ready to build, et on fait du financement à 15 ans. Donc, on peut aller sur des maturités plus longues. Et donc, on a financé comme ça 650 mégawatts d'actifs, ce qui représente des volumes qui sont assez importants. Donc, ça, c'était notre switch
sur le financement depuis 2016. Aujourd'hui, ce que l'on fait, donc on a un fonds qui s'appelle Prédirect ENR2. Donc je confirme d'ailleurs au passage qu'au niveau du passif, c'est-à-dire au niveau des investisseurs, il y a toujours de l'engouement, puisqu'on devrait faire un deuxième closing dans les semaines qui viennent. Donc effectivement, la crise n'a peut-être retardé certaines choses, mais en tout cas ne les a pas du tout arrêtées. Et l'objectif de ce fonds, c'est en fait le prolongement du premier, c'est-à-dire c'est financer la transition énergétique, l'accélérer en accompagnant les industriels. Notre principe, donc, c'est pas d'intervenir au niveau des corporates, mais plutôt d'intervenir au niveau des actifs. On est toujours sur les tendances de fond, c'est-à-dire financement d'actifs feed-in tarif. Et puis, on voit que, notamment en Europe, pas particulièrement en France, on a ces nouveaux sujets de PPA, de projets qui sont exposés au marché. Et donc, on suit ce mouvement en finançant de plus en plus de projets qui ont des modalités de sécurisation de tarifs qui sont un peu différentes de ce que l'on a en France. Donc, on a fait ça, on a fait évoluer cette stratégie. On fait également de l'aide à l'acquisition, donc du financement d'acquisition. Et puis, ce que l'on voit se accélérer nettement depuis quelques mois, c'est tout ce qui concerne l'autoconsommation, puisque finalement, l'autoconsommation a un intérêt, c'est qu'elle est beaucoup moins sensible au prix de l'électricité que ce que peuvent l'être les gros projets qui vendent directement sur le marché. Puisque pour rappel, le prix de l'électricité, c'est un tiers de prix de production, un tiers de transport et un tiers de taxes. Donc, quand vous êtes en bout de chaîne, a priori, les taxes et le coût du transport ne vont pas diminuer. Donc, on est quelque part protégé sur le prix à la consommation. Et dernier sujet que l'on voit aussi de plus en plus souvent, c'est le financement de l'efficacité énergétique. Donc, on a de plus en plus de dossiers sur ces thématiques-là. Et effectivement, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'à chaque fois, il y a une complémentarité entre l'intervention des banques et l'intervention des fonds. C'est-à-dire que toute cette transition énergétique, on peut arriver à l'accélérer si on a une capacité à trouver des solutions de financement qui sont innovantes. Et l'objectif, c'est tout en restant au niveau des actifs, c'est-à-dire en étant collatéralisé par des actifs ou des flux financiers, de trouver des manières innovantes de financer ces actifs qui évoluent tous les jours. Voilà un peu où est-ce que l'on en est aujourd'hui. Donc, ce que je peux dire par rapport à la crise, c'est que les actifs sont très résilients. Effectivement, il y a des chocs. Le prix de l'électricité, c'est clairement la baisse du prix de l'électricité, c'est un choc. Ça entraîne un certain nombre de conséquences qui ne sont pas forcément toutes négatives. C'est-à-dire qu'à la fois les PPA qui devaient être signés ont pris du retard dans leur signature, mais d'un autre côté, les banques qui devaient être présentes sont un peu plus réticentes à financer ce type de projet, et donc ça laisse aussi la place à des fonds comme nous pour intervenir sur des projets où il y a peut-être un peu plus d'incertitude qu'avant la crise. Voilà ce que je peux dire sur notre mode d'intervention. Alors, en synthèse, les énergies renouvelables, pour qu'elles existent, il faut qu'elles restent compétitives. Et finalement, c'est un peu un nouveau challenge pour continuer à être encore plus compétitif, même si le prix de l'énergie d'origine fossile a tendance à baisser. Il faut qu'on soit encore meilleur. Merci beaucoup, Philippe, pour ton éclairage. Et étant moi-même une avocate venant du financement d'actifs, je suis très sensible aussi à cette partie projet actif et ce tournant qu'on est en train de prendre vers le financement d'actifs dans ce domaine. Merci beaucoup. Pierre-Antoine, je choisis une ligne qui fait que je m'éloigne des modèles les plus différents petit à petit. Donc, Pierre-Antoine du fonds Eiffel. Pierre-Antoine, de ton côté, qu'en est-il? La crise et les fonds Eiffel, est-ce que vous êtes à l'arrêt d'activité en ce moment? Alors, pour commencer par la fin, on a un nombre record là, de dossiers aujourd'hui à l'étude.
sur nos fonds, mais ce qui n'est pas étonnant compte tenu de tout ce que mes confrères ont dit, mais ça se vérifie. Alors, Eiffel, juste en 2 mots, c'est à peu près une 60aine de personnes, 2,5 milliards d'euros sous gestion. On a un focus important sur la transition énergétique, même si Eiffel ne fait pas que de la transition énergétique. Et donc, dans la transition énergétique, notre but, c'est d'accélérer le développement donc, des acteurs et préserver leur indépendance. Et pour cela, on se focus sur donc, des financements alternatifs, hein, comme tu disais, c'est-à-dire des financements qui ne sont pas exactement les financements traditionnels, qui viennent en complément. Alors pour cela, on a aujourd'hui 2 fonds qui s'appellent Eiffel Énergie de Transition. Eiffel Énergie de Transition procure des financements bridge. Et puis un fonds nouveau-né, Eiffel Gaz Vert, qui procure un accompagnement aux acteurs du gaz renouvelable, notamment, mais pas uniquement du biogaz, en France et en Europe. Donc sur Eiffel Énergie de Transition, on a financé à peu près 800 millions d'euros depuis 3 ans sur à peu près 1,5 gigawatt. Donc de nombreuses transactions et de nombreux développeurs. Sur Eiffel Gaz Vert, comme je disais, on a été lancé il y a 6 mois. On a donc beaucoup de projets. On accompagne beaucoup les développeurs dans cette phase de dérisking, à la fois de dérisking industriel et de dérisking développement. Je dirais que sur ces 2 fonds, il y a un fil rouge qui est de dire, avant que tout soit bien stabilisé pour établir des financements long terme, il y a beaucoup de choses à régler. Et pendant que ces choses sont à régler, il faut quand même financer le projet. Et ces phases de réglage, elles sont très importantes. Elles peuvent être génératrices de beaucoup de valeur, d'où le bon fit avec ces développeurs en termes de partage de la valeur. Alors justement, voilà, régler des variables, régler des curseurs, c'est particulièrement important en ce moment dans ce qu'on appelle cette crise. Pour reprendre ce que disaient certains de mes confrères, la volatilité des prix rend la conclusion de PPA peut-être plus complexe, et pour autant les projets doivent avancer. Et donc là, les solutions de préfinancement sont particulièrement importantes et on est très sollicité là-dessus. Et on construit des offres, je pense, qui sont vraiment win-win sur ce sujet. On a évidemment un sujet risque de construction qui revient, je pense, sur le devant de la scène, qui avait peut-être été un petit peu oublié ces derniers temps. Notre économie mondialisée montre ses faiblesses et ça a un impact évidemment sur la construction, sur les délais de construction. Et donc, offrir un financement de construction comme le fait Eiffel Énergie de Transition, comme le fait Eiffel Gaz Vert, est particulièrement important lorsque la prise de conscience des risques augmente. Donc, tout ça explique ce par quoi je commençais, c'est qu'on a aujourd'hui un nombre record de dossiers à l'étude. Et puis, j'oublie pas l'efficacité énergétique, qui est un enjeu immense d'un point de vue à la fois sociétal et économique, et sur lequel on a un instrument en France que citait Philippe, qui sont notamment les certificats d'économie d'énergie, et sur lesquels, là aussi, il y a des financements alternatifs à mettre en place à côté de ce qui existe de la part des circuits traditionnels ou des banques. Et ça aussi, ça nous occupe pas mal en ce moment. C'est du financement d'actifs ou adossé à des flux financiers, certes, mais dans des conditions qui sont un petit peu différentes des ENR. Donc Pierre-Antoine, en fait, les 2 fonds, aussi bien Gaz Vert que l'autre fonds de Eiffel, sont quand même tous les 2 basés sur le même modèle d'un fonds bridge, donc qui prend davantage de risques sur la période de construction que sur le coût long terme de l'énergie, avec la possibilité de refinancer à un moment donné, c'est ça ? Voilà, on est là avant que les financements très long terme soient mis en place. Pour être précis, le fonds Eiffel Énergie de Transition n'intervient que sur des projets ready to build. Il intervient en dette uniquement. Alors que le fonds Eiffel Gaz Vert intervient avec une palette d'outils qui sont l'equity, quasi-equity, la dette, et peut prendre du risque de développement, et peut être là pour une durée supérieure à 3 ans. Ça peut être une durée 4, 5, 6 ans.
D'accord. Merci beaucoup Pierre-Antoine. Je vais passer la parole à Julien Toiti, qui est du fonds Meridiam et qui a une approche probablement différente des autres, notamment sur les aspects internationaux, mais pas que. Julien, dis-nous tout. Je t'entends pas, ton micro est coupé. Voilà. J'ai appuyé 2 fois. Voilà. Ça a refermé. Bonjour à tous, merci beaucoup et merci à tous de prendre ce temps aujourd'hui. Alors, Meridiam, c'est effectivement un investisseur de long terme dans des projets d'infrastructures durables. C'est ça notre métier depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc, on gère 7 milliards d'euros. On est présent sur 3 continents, 4 si on considère qu'on a une définition de l'Europe qui nous conduit à couvrir aussi des pays asiatiques. Donc voilà, donc effectivement une vision assez internationale, un virage pris très fortement sur la question de la transition. Il y a maintenant à peu près, je dirais, entre 6 et 7 ans, selon comment on compte, qui nous conduit à aujourd'hui à louer en termes de flux, je pense qu'on peut qualifier de contribuant à la transition, la moitié de ce qu'on sort tous les ans. Ce qui veut dire que le reste contribue à une autre forme de durabilité qui s'inscrit dans la transition, mais qui intègre aussi d'autres paramètres. On est par exemple très fortement investi dans des hôpitaux, sont des infrastructures relativement utiles pour lesquelles les enjeux d'adaptation sont assez forts. On est très présent dans le monde de la mobilité qu'on essaye de rendre plus durable, mais ça nous arrive aussi d'être exposé à des aéroports dans des territoires insulaires pour lesquels il n'y a pas forcément beaucoup d'alternatives. Alors pour venir à la question de la transition dont je m'occupe chez Meridiam, alors déjà on a eu la chance de mettre en place un véhicule dédié avec le soutien d'ailleurs de certains d'entre vous, je pense à Sylvie en particulier qui nous a aidé à faire démarrer ce véhicule il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Et l'idée pour nous c'était d'avoir une palette d'intervention qui soit suffisamment large pour traiter ce qu'on avait identifié comme étant des goulets d'étranglement de la transition, avec des sujets qui sont aujourd'hui un peu plus mainstream si je puis dire qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Donc on avait très clairement identifié, et je vais formulé comme ça, ce qu'on ne ferait pas, et c'est toujours vrai. Ce qu'on ne ferait pas, c'était du projet de taille moyenne en Europe de l'Ouest et en France en particulier, qui fait disons 50 à 100 millions d'euros d'investissement photovoltaïque, éolien terrestre, pour lesquels on avait la conviction que les canaux de financement étaient en place et très efficaces, et on a plusieurs acteurs très, très performants sur cette question-là réunis. Donc en gros, ce type de projet ready to build ou déjà construit, on considérait que les canaux de financement étaient déjà là. Donc on s'est dit on va se positionner sur ce qui bloque dans la transition. L'efficacité énergétique et notamment la rénovation thermique des bâtiments. On aurait aimé faire beaucoup à l'époque sur la question de la rénovation des bâtiments publics. Donc là on attend vendredi, l'issue d'un appel d'offres, on espère récupérer enfin un des premiers chantiers de ce type-là avec un accord cadre de rénovation des lycées d'Île-de-France. On verra. 10 ans plus tard. Là, 10 exactement, ça prend un petit temps, on le sait qu'il y a une inertie. Donc du coup, donc efficacité énergétique, c'est un enjeu très important pour nous. Mais de manière générale, on s'est positionné sur 3 grandes verticales. La première qui est la résilience des systèmes électriques, en disant le développement du renouvelable est une réalité. Et la question, c'est comment on accompagne ce développement. Donc dedans, on retrouve des problématiques autour de la gestion décentralisée de la demande, l'effacement, qui a été un thème qui a été porteur il y a quelques semaines avec les différents membres du gouvernement qui se sont émus du risque de passage de la pointe cet hiver. Sur du stockage, et notamment on développe des projets de stockage des îles qui sont des terrains de jeu assez intéressants pour innover, notamment un projet de stockage sous forme hydrogène qu'on espère boucler avant la fin de l'année, qui serait une lumière mondiale à cette place. Deuxième sujet autour de l'économie circulaire, on a beaucoup investi aux côtés de Lionel dans des sujets relatifs au biogaz notamment. Et le troisième, mais pas que, donc il y a d'autres thématiques autour de ça, notamment les biomasses. Et la troisième thématique autour de la mobilité électrique, venant du monde des transports beaucoup, pour Meridiam, c'est évidemment un sujet pour nous très très intéressant et ce qui s'inscrit plus largement dans la question de la ville durable. Voilà, donc ça c'est les thématiques qu'on a couvertes. Donc ce qu'on fait beaucoup, c'est des projets relativement complexes, avec soit de très grande taille, on n'a pas de limite sur la taille, soit au contraire, plein de petits projets qu'il faut mettre ensemble et travailler sur la constitution de plateformes. Donc on en a 3 sur les thématiques que j'ai évoquées, autour du biogaz avec Evergaz, autour de l'effacement de demande et autour de la mobilité électrique avec Allego dont on est aussi actionnaire.
En gros, ce sont des sujets très intéressants pour moi, qu'on couvre d'ailleurs en Afrique aussi quand on fait de l'off-grid, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, qui est comment on arrive à prendre tous ces petits objets très diffus et puis arriver à les mettre ensemble et pouvoir parler aux grossistes du financement que nous sommes un peu tous autour de cette table. Donc notre métier, c'est voilà, de faire de la haute couture qui peut à la fin devenir du prêt-à-porter et produit à grande échelle, passer à l'échelle, hein, qui est un thème que Lionel connaît très bien. Ce qu'on va aussi beaucoup faire, c'est prendre du risque de développement et agir comme des développeurs. C'est une grande différence. On travaille avec des développeurs beaucoup, mais on fait aussi beaucoup nous. Le profil moyen chez Meridiam, c'est plutôt un profil d'ingénieur qui aime bien mettre les mains dans le cambouis pendant 4 ans, 5 ans, s'il faut, sur une opération compliquée. Donc, pour donner un exemple, on développe, et c'est nous qui avons le lead là-dessus, avec des partenaires, mais on est quand même vraiment en responsabilité. Et c'est lourd parfois, mais il faut le faire. Une interconnexion électrique entre l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui a connu le pré-Brexit, le Brexit, et qui continue. On devait avoir, parler de le monde a changé, début mai, on devait avoir un sommet Merkel-Johnson, à l'occasion duquel devait être signé le protocole d'accord gouvernemental sur ce projet. Bon, le sommet a été retardé, mais le projet progresse, ce qui est le plus important avec les régulateurs, pour qu'on arrive à le mettre en place. Voilà, donc ça, c'est vraiment un prisme assez important. On aime bien aussi quand la technologie est relativement complexe. On n'investira pas quand on ne croit pas dans une technologie, même si le soutien public peut être au rendez-vous. Et comme tu l'as dit en introduction, notre vocation est mondiale, même si on essaie de s'inscrire très fortement, c'était le cas sur la transition dans le territoire national, parce qu'on pense que la France a beaucoup à apporter sur ces sujets-là, avec beaucoup d'intelligence, d'expertise, un peu partout à travers le territoire. Et donc, on peut inventer des solutions qui demain sont duplicables au niveau international. Parfait. Merci beaucoup, Julien. Très, très intéressant. Et donc, en fait, de la technique financière qui va s'adapter au type de projet et qui peut porter à tous les niveaux, etc. Mais c'est simplement, est-ce que le projet vous intéresse et vous serez partenaire sur ce projet, mais il faut qu'il ait une taille suffisante pour créer un volume futur. C'est un petit peu ça que je comprends. Donc, utile aussi pour tous ceux qui cherchent à se développer à l'international, tant que nous n'avons pas les outils suffisants de la part du ministère pour soutenir nos entreprises à l'international. Merci Julien. Alors, je passe sur notre dernier intervenant qui est Lionel Lemot. Donc Lionel Lemot, hormis le fait d'être le président du fonds Aqua Asset Management, il a également créé il y a maintenant 2 ans le Transition Forum, qui a eu encore un très beau succès au mois de juin avec une grande participation internationale. Et je pense aussi, Lionel, que tu as dû être le fondateur d'Evergas à un moment donné, donc avec cette touche et cette connaissance de la partie de la méthanisation et des projets biomasse. Donc, je finis par toi, Lionel, parce que d'une certaine façon, j'arrive à comprendre l'environnement de tous les autres autour de la table. J'ai toujours du mal à comprendre exactement quel est ton modèle. Donc, voilà, je te laisse en quelques mots nous présenter sur quoi Aqua intervient. Merci Sylvie, ça va être assez simple. Donc moi je suis le fondateur et le président d'Aqua Asset Management, 8 personnes, 150 millions d'euros et dans sa forme actuelle depuis 24 mois. C'est ma 3e création d'entreprise en 15 ans, sans doute la dernière. Après 2 expériences, donc une première société d'investissement créée au début des années 2000 sur les mondes du côté, et une deuxième dans la cofondation avec Frédéric Philippot d'Evergas, société sur laquelle, comme l'a dit Julien, qui on a eu la chance de rencontrer pour poursuivre cette belle aventure. Et donc, en fait, Aqua Asset Management, aujourd'hui, c'est un fonds qui fait du private investment in public equity sur les sociétés en transition, évidemment, en transition écologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je suis parti, moi, de mon track record et de mon expertise. Historiquement, j'ai une double expertise, côté non côté. J'ai fait 12 ans de côté, 12 ans de mon côté. Je dis souvent, je ne sais pas si je parle bien les 2 langues, je suis complètement bilingue, enfin je les parle un petit peu. Et puis un historique transition écologique d'opérateur, puisque j'ai créé effectivement, cofondé Evergas en 2008, et le tout teinté d'une vision très entrepreneuriale qui se retrouve dans notre base de clients, puisque nous on a plutôt une base de clients famille, entrepreneurs, enfin même à 100% famille, entrepreneurs. Voilà. Alors, cet temps de transition écologique, nous, on l'a exprimé un petit peu différemment, puisque justement, on est plus petit et last-comer sur cette scène, en tout cas, dans le format société de gestion AMF.
Parce que moi, j'ai d'abord beaucoup investi à titre personnel. Hein, je suis un converti de la transition écologique, puisque moi, j'ai investi 80% de ce que j'ai gagné dans ma première affaire pendant les 12 dernières années dans tous les sujets de transition écologique. Et donc, du coup, le terrain est assez occupé par des acteurs qui ont un angle sur des sociétés 100% vertes, comme l'a été pour nous Evergaz. Et donc, on a choisi d'aller sur un autre terrain de jeu, c'est d'accompagner, c'est un peu l'objet du Transition Forum, qui a la gentillesse de participer chaque année. On a choisi d'aller vers des sociétés en transition, donc d'accompagner les sociétés qui peuvent être vertes, mais qui peuvent aussi être dans l'agroalimentaire, la construction, tout un tas de secteurs, et qui vont faire leur transition vers des sociétés moins carbonées. Voilà, ça c'est notre biais, c'est des accompagner, et d'accompagner des sociétés cotées pour laquelle on offre un univers, un horizon de temps, alors non pas evergreen comme Lydia, mais en tout cas beaucoup plus long que les fonds cotés classiques, et en venant avec une approche private equity, donc end-zone, long terme. Et il y a deux raisons à cela. La première, c'est que par rapport à la stratégie que je venais de vous décrire, c'est accompagner des sociétés en transition. On aurait pu le faire dans le non-coté, assez classiquement, mais on a trouvé que ce marché était beaucoup trop intermédiaire, les valos étaient trop élevés. Et à l'inverse, dans le côté, pour une société qui a raté quelques marches, plusieurs marches même, en dessous de 500 millions, la directive MiFID II fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de recherche-action sur ces sociétés, donc elles sont hors du temps. C'est ce que j'appelle, moi, des orphelins de la cote. Et donc, nous, les orphelins de la cote, on les accueille. C'est des sociétés un peu hors du temps et sur lesquelles on a une vision très longue, 5 ans, 7 ans, qui est beaucoup plus longue que la logique des marchés financiers classiques, des fonds ouverts. Donc, nous, on a un fonds fermé, on a un fonds de private equity, mais on intervient en minoritaire sur des sociétés cotées qu'on va accompagner dans leur transition. Et ce faisant, on offre deux choses à nos investisseurs et à nos cibles. À nos investisseurs, on offre un double track record. Voilà, moi, j'ai créé une première société dans le monde coté où j'étais classé numéro 1 sur l'élection européenne. On est passé de 40 à 700 millions d'actifs sous gestion. Et sur le monde du non-coté, on a créé Evergaz, qui est passé, from scratch, qui est passé, parce que maintenant, on se félicite avec Julien, un acteur majeur en France et présent en Europe. Et puis on leur offre aussi un alignement d'intérêt fort, puisque mon holding s'est committé pour 10 millions d'euros sur le premier closing du fonds transition, qui s'appelle juste transition. Voilà. Et pour les cibles, on offre une compréhension des enjeux de communication financière qui est liée à mes 10-12 ans sur ce monde, une connaissance des acteurs de la transition écologique. On est capable peut-être même de mettre en relation nos cibles avec certaines personnes qui sont ici pour des financements de dette ou de bas de bilan. Ça, j'ai déjà eu l'occasion de discuter de ça avec certains des personnes qui sont, non pas autour de la table, mais de l'ordinateur. Et donc, on offre aussi une forme d'européanisation, puisque nos cibles sont européennes. Donc, voilà, donc c'est un objet qui est un petit peu un ovni, mais qui n'a pas forcément vocation à le rester. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont suivre la stratégie qu'on a adoptée, qui est d'aller sur le terrain de jeu du côté pour faire des investissements en réalité long terme. Et finalement, ce n'est pas si contre-intuitif que ça, puisque le fait d'avoir un véhicule fermé long terme nous permet d'offrir un passif totalement différent à des cibles qui aujourd'hui sont souvent détenues par des fonds dont la durée de détention est très courte. Donc voilà en quelques mots ce qu'on fait. Donc on n'est pas le lac d'argent, on est peut-être la rivière d'or. Donc voilà un peu ce qu'on fait en quelques mots. Merci beaucoup Lionel pour cette présentation. Donc, ce qui est intéressant pour conclure, c'est-à-dire que le paysage que vous avez montré, c'est que le fonds d'investissement peut couvrir vraiment tous les besoins quand on parle de transition énergétique et de besoins de nos entreprises. Les PME, les grands groupes, des durées différentes du court terme, du long terme, des risques développement, des risques construction, des risques coût de l'énergie. Vous êtes dans des domaines classiques de l'ENR comme des domaines efficacité énergétique. J'ai entendu CCPA, autoconsommation, économie circulaire, agrivoltaïsme, smart city, mobilité. Donc, vous allez vers l'innovation et l'hydrogène également. Vous allez en France, UE international, donc vous pouvez accompagner même des PME vers l'international et vous intervenez avec
variété de produits financiers que sont l'intervention minoritaire, majoritaire, avec des techniques financières, equity, projets, actifs, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment de tout pour tout le monde et ça sera intéressant dans le public de savoir si quelque chose n'est pas visé et qu'on a pu oublier dans le monde actuel. Merci pour cette présentation. Maintenant, à tous, peut-être rapidement, je vous donne 1 minute chacun et dans l'ordre que vous voulez. Finalement, avec cette crise, qu'est-ce que vous voyez comme le marché du fonds d'investissement de demain? Demain peut être dans 5 ans, dans 20 ans. Comment vous voyez les changements s'opérer et comment vous voyez ce marché de demain? La parole à qui veut lever la main et démarrer? Bon, alors je vais chercher un volontaire. Alors Philippe, vas-y. Et après Julien. Moi, rapidement, l'impression que j'ai, c'est que j'ai aussi lu, comme toi, Sylvie, pendant la crise, quelques articles. Et je n'avais pas réalisé ce qui se passait, notamment dans l'offshore. J'ai l'impression qu'il va y avoir des parcs éoliens très, très significatifs en offshore, donc de taille importante, qui vont en fait capter des vents assez continus. Et donc, j'ai l'impression qu'on a trouvé une partie de la solution pour remplacer des centrales au gaz, des centrales nucléaires au charbon. Évidemment, ça ne sera pas toute la solution. Mais j'ai l'impression que cet extrême-là, moi, je n'avais pas vu qu'on pouvait construire des parcs de 3 gigawatts, c'est-à-dire 3 tranches nucléaires. Ouais. À l'autre bout de la chaîne, on a tout ce qui est autoconsommation, efficacité énergétique. Et ça, je suis convaincu que c'est des sujets qui sont parmi les plus difficiles à adresser. Mais on a besoin, c'est une nécessité de les adresser pour réussir cette transition énergétique. Et puis au milieu de tout ça, c'est tous ces projets qui sont de taille peut-être plus intermédiaire, où il y a un véritable pari, parce que finalement, cette crise, elle a montré que acheter des projets en feed-in tarif, oui, pas de problème, mais je pense que les États vont à un moment donné arrêter de couper le tuyau et accepter de payer la différence de prix entre finalement accepter de subventionner ces projets. Et donc, la transition énergétique, elle passe par l'intervention des acteurs qui sont autour de la table, parce qu'il y a un véritable pari à prendre sur le fait qu'on va arriver à gérer cette complexité qui va permettre de gérer l'intermittence des renouvelables. Et donc, moi, ma conviction, c'est qu'il y a un peu ces trois blocs, sachant que le bloc du milieu est certainement le plus compliqué, puisque c'est là qu'on parle de digital, de stockage, d'hydrogène, de lithium, de mobilité, etc. Et voilà, l'enjeu de la transition énergétique, je ne suis pas sûr qu'il est accéléré avec la crise que nous vivons, mais par contre, on a pris conscience qu'il y avait des sacrés challenges à relever, parce que sinon, on se retrouve un peu le nez dans l'eau avec des actifs qui produisent avec une électricité dont on n'a pas forcément besoin. Et on a besoin de rendre cette énergie plus flexible, parce que l'on savait déjà, mais le sujet, il a été encore, la prise de conscience a été renforcée. Merci beaucoup, Philippe. Je vais donner la parole à Julien et ensuite Nicolas. Je lutte encore. C'est bon, tu n'as appuyé qu'une fois. Okay. Oui. Bon, ce que vient de dire Philippe est très important. En fait, on voyait bien, alors si on écoutait l'ADEME ou même la Banque d'investissement il y a ne serait-ce que 10 ans, ils voyaient des scénarios où en volume on savait passer avec de l'éolien offshore. Ça pose plein de problèmes de transformation du système, mais bon. Mais c'était déjà là, effectivement, c'est intéressant de le voir se matérialiser. Moi, je dirais qu'il y a trois grands vecteurs de long terme sur lesquels on va vouloir se situer et sur lesquels il faudra qu'on y arrive. Le premier, tourne autour de la question de la résilience. Alors moi, je l'ai appliqué au système électrique et ça va dans le sens, il faut plus de flexibilité, qui est un peu une notion sœur, mais c'est quand même une thématique qui est là pour longtemps, capacité à encaisser des chocs extrêmement violents. Ça, tu l'as mentionné au début aussi, Sylvie. C'est vrai pour le financement, mais c'est vrai aussi pour les objets physiques, si je puis dire, et puis les populations qui vivent autour de ça. Donc ça, je pense que ça va être une thématique très forte d'investissement. Nous, on vient de lancer un partenariat avec la Fondation Rockefeller
sur ces sujets autour du fait urbain, parce que la question de la ville et de sa résilience s'est posée avec une acuité très forte. Donc on l'avait lancé avant le Covid, mais voilà, il faut qu'on accélère maintenant, qu'on le fasse. Deuxième, donc la résilience, sujet très important. Deuxième sujet qui va un peu dans le prolongement de ce que Philippe vient de dire, celui de la technologie. Alors évidemment que la technologie ne sera pas tout et ne pourra pas tout faire dans le cadre de la transition, mais elle est une brique essentielle. Et donc comprendre les objets technologiques, les maîtriser, et puis je vais venir en dernier, les produire éventuellement, mais bon, les maîtriser, les utiliser à bon escient, ne pas aller partir sur des solutions qui sont totalement inadaptées aux problèmes qu'on a juste pour faire, parce qu'on a envie de dire qu'on a fait de l'hydrogène, mais en fait, ce n'est pas forcément la solution à l'endroit où on est, au moment où on est. Mais il n'empêche que comprendre ce fait technologique, le traiter pour un investisseur, ça va devenir absolument essentiel. Là, je suis totalement convaincu. Le dernier sujet, c'est la dernière tendance de long terme, c'est la puissance publique. D'une manière ou d'une autre, ce que la crise a montré, c'est le retour de la puissance publique et ce qui se passe au niveau européen avec les 750 milliards d'euros en cours de discussion, comment, en gros, le Green Deal va s'incarner ou pas. Ça, c'est un sujet d'attention number one pour nous tous autour de cette table virtuelle, parce qu'en pratique, c'est ce qui va designer, en bon français, ce qui va dessiner le futur de l'espace de consommation européen et notamment sa durabilité. Donc ça, c'est très, très important. Et je finis sur une dernière brique, qui est celle de l'industrialisation. Je pense qu'on rentre dans un univers dans lequel l'industriel revient en Europe. C'est une thématique. Est-ce que ça va rester un vœu pieux? Est-ce qu'on va être en capacité à pouvoir construire de la capacité de production et de la capacité à maîtriser ces technologies de la transition? Mon intuition, c'est que oui. Je pense que le véhicule électrique sera réussi à horizon 20 ans, si et seulement si on est en capacité à relocaliser une partie de la valeur ajoutée sur le territoire européen et notamment sur le territoire français aussi. Ça, c'est un sujet social, économique et environnemental majeur et on va devoir y travailler les uns et les autres avec nos outils de financement. Merci beaucoup, Julien. Parfait. Nous avons ensuite Nicolas, puis Lionel. Donc moi, oui, ce que je note, c'est finalement, aujourd'hui, on a fait la première phase de la transition énergétique puisqu'on a réussi à quasiment gagner la bataille du prix. Les énergies renouvelables, elles sont compétitives avec les énergies fossiles. Et dans certains endroits, il n'y a aucune discussion. Mais c'était finalement la partie la plus facile parce que pour les opérateurs, ce qui a été très, très dur, c'était ceux qui ont commencé en 90, qui ont dû convaincre le pouvoir public. Ils ont réussi. Et derrière, tout le monde s'est un peu engouffré. Ça a été assez simple. On a eu des tarifs, il y a eu des petites guerres, mais on a réussi à développer. Demain, la vraie épreuve, elle est demain parce qu'il faut maintenant s'adapter. Adapter la production d'énergie au secteur traditionnel. Comment la rendre indispensable dans les secteurs traditionnels? Comment adapter nos modèles? Et donc ça joue sur les secteurs de l'agriculture, de la mobilité, de l'immobilier. Et ça, il va falloir créer des nouveaux business models. Alors, on en voit émerger à droite, à gauche. J'en parlais tout à l'heure avec l'agriculture, en essayant d'être plus innovant, de comprendre de quoi l'autre secteur a besoin et pas juste de penser juste à la production d'énergie. Parce que la production d'énergie pour la production d'énergie, je ne vois pas ça. On ne voit pas un grand avenir à ça. Et donc, il va falloir se réinventer sur les modèles et surtout, il va falloir aussi casser ce qu'on a construit par le passé. Et c'est toujours ça qui est compliqué, c'est-à-dire de voir la production de l'énergie comme quelque chose de très central sur des méga projets. Et je suis assez convaincu que la transition énergétique nous ramène vers du territoire, du local. Et donc, il faut trouver des nouveaux systèmes de distribution au niveau régional et local, et aussi chez les individus, puisqu'on va être nous-mêmes producteurs d'énergie. Et tout ça, ça nous amène sur des enjeux forts qui sont bien sûr le numérique, la technologie. Et donc, il va falloir être capable d'analyser ces nouveaux business models et accompagner les entrepreneurs qui auront cette vision globale. On ne va plus pouvoir, je pense que dans le cycle des entrepreneurs de la transition énergétique et des fonds d'investissement, on ne va plus pouvoir accompagner juste une pure vision de production d'énergie renouvelable. Il n'y a plus assez de valeur ajoutée à ça. Donc, développer un projet et après installer des panneaux et les revendre, je pense que c'était très bien et on est en train de finir ce modèle-là. Et donc, maintenant, il va falloir essayer d'interconnecter
l'ensemble de ces projets dans la vraie vie. Voilà. Merci Nicolas, je partage ta vision et notamment dans la transformation du modèle, c'est du modèle propriétaire au modèle service qui aura certainement un vrai changement. Merci pour ça. Lionel et puis ensuite Pierre-Antoine. Oui, là, un constat à la fois un peu générique sur le monde de l'investissement et ensuite plus spécifique sur la transition écologique. Sur le monde de l'investissement, je pense que les taux d'intérêt ont considérablement baissé depuis quelques années. Et si on couple ça avec des perspectives de croissance relativement incertaines, je pense que l'importance dans la construction de la performance, de l'alpha, comme on dit dans le monde de l'investissement, de l'ingénierie financière, va, si ce n'est s'effacer, en tout cas devenir en relatif beaucoup moins important que l'ingénierie ou l'accompagnement opérationnel. Pour construire de la valeur demain, la baisse des taux ne va plus suffire, pour autant qu'elle n'ait jamais suffi. Mais en tout cas, la capacité à accompagner, et ça va avoir d'autant plus d'importance sur ce monde de la transition écologique qu'il n'y a pas de secteur de la transition écologique. C'est une grille de lecture, c'est un thème, mais il y a à peu près autant de secteurs que, peut-être pas que de participants aujourd'hui, mais en tout cas, c'est quelque chose qui recouvre beaucoup de réalités. Et donc, pour accompagner notamment des sociétés, alors là, je parle peut-être plus généraliste par rapport au sujet qu'on regarde, dans leur transition, il faut être capable de leur amener, donc justement, un accompagnement opérationnel. Mais alors tout le monde se targue d'être très hands-on, mais il va falloir l'être. Il va falloir être très proche de ces sociétés pour créer de la valeur opérationnelle, parce que les taux ont fini de nous aider. Voilà, donc ça c'est ce que je pense. C'est pour ça aussi qu'on a créé ce Transition Forum qui pour nous est une forme de board informel, dans lequel on essaye de piocher pour orienter ensuite vers les sociétés qu'on regarde. Et il y a plein d'autres voies évidemment, hein, mais en tout cas, voilà, c'est une forte conviction sur l'importance de l'accompagnement et d'une stratégie une zone qui va devoir mériter son nom. Merci beaucoup Lionel. Alors juste peut-être avant de passer à Pierre-Antoine, nous avons une question pour toi Lionel, donc on va en profiter, notre service com va vous la lire. Alors voici la question, si vous m'entendez. Bonjour monsieur, comment vous assurez-vous de l'efficacité environnementale de la transition de vos cibles pour être sûr que l'entreprise atteindra bien des objectifs de neutralité, carbone, biodive, sol, après avoir vécu leur transition? C'est une excellente question, c'est notre actualité du moment. Donc en fait, on n'est pas parti des critères. On a regardé beaucoup de choses, on a travaillé avec d'autres acteurs. Et en fait, on est parti d'une grille d'analyse qu'on a nous-mêmes construit autour de quelques ODD. Et ensuite, on se fait notre propre grille, on note autant qu'on le peut. En tout cas, on donne une classification, ce n'est pas un feu vert, un feu orange, mais à la société dans laquelle on investit. Et ensuite, à travers une checklist, on va suivre des points d'amélioration. C'est tous les ans dans l'absolu, mais c'est un travail qui est continu. L'idéal dans 5 ou 7 ans, c'est de montrer qu'entre la note qu'on s'était donnée au début et la note finale, il y a une corrélation entre l'amélioration de la note et la performance économique et boursière. Moi, je pense que c'est possible. Mais en tout cas, on a choisi de travailler et de construire nous-mêmes notre grille d'analyse qui sera spécifique à chaque entreprise. On n'a pas réussi à trouver alors je suis preneur d'ailleurs, on n'a pas réussi à trouver un schéma qui nous agréait pour poursuivre justement poursuivre ces indicateurs dont ce monsieur ou cette dame me parle. Ok. Merci Lionel, j'espère que ça aura répondu, je pense, à la question. Je donne la parole à Pierre-Antoine et ensuite Maude. Merci Sylvie. Moi, le point qui me vient, c'est finalement pour nous, pour les financiers, il y a un enjeu très important qui est d'accompagner nos cibles dans la révolution que la transition énergétique joue aujourd'hui. C'est la révolution, c'est que il y a une exposition au marché, c'est plus des prix régulés. Il y a une interconnexion au reste de l'économie. On a parlé de l'agriculture, on a parlé d'autoconsommation. Tout ça, c'est des signes d'une imbrication de la transition énergétique dans le reste de l'économie, heureusement. Et ça veut dire, en termes très financiers, c'est des risques en plus. Hein. Voilà, faut pas se cacher. Avec évidemment une baisse des coûts très importante encore pendant le Covid, des progrès formidables du stockage. Et tout ça, ça fait donc beaucoup plus de risques, beaucoup plus d'opportunités. Et donc beaucoup plus d'equity à mettre. Et là-dedans, je pense, Lionel, moi j'étais sensible à ce que tu disais sur ton passé de hybride, de regarder les actifs cotés aussi. Et moi, je me souviens de mon expérience d'analyste equity coté. Il fallait regarder les actifs pour leur valeur propre
Alors, on peut sortir des mots barbares, LCOE, c'est-à-dire qu'un actif solaire ne vaut pas un autre actif solaire, hein, ça dépend évidemment de ses caractéristiques, même chose pour l'éolien. Ça veut dire deuxièmement, remettre à l'honneur le thème de la diversification. On finance bien mieux lorsqu'on finance un portefeuille d'actifs qui ont des sensibilités à l'environnement différentes. Et puis on finance des équipes de management. Parce que face à l'incertitude, face aux risques, face aux opportunités, il y en a qui les prennent plus vite, il y en a qui s'adaptent plus vite que d'autres. Et ça, je pense qu'on va tous apprendre, nous, financiers, à vraiment remettre à l'honneur ces critères. Et voilà, donc c'est un challenge pas que pour le secteur de transition énergétique et pour nous. Si je suis un peu plus précis, il y a un challenge aussi pour les acteurs indépendants de moyenne taille dans ce secteur. Qui jusqu'à maintenant voilà, profitaient de la baisse des taux, profitaient de financement de projets très classiques, finalement peu discriminants, et qui aujourd'hui doivent voilà, trouver les moyens de financement adaptés pour rester compétitifs. Et changer de modèle. Voilà. Merci Pierre-Antoine. Maude, et puis peut-être Sylvie, si tu le souhaites, après le mot de la fin, puisqu'on arrive au bout. Donc Maude, nous t'écoutons. Merci. Oui, moi, je voudrais revenir sur cette notion d'ingénierie financière. Moi, au contraire, je pense que l'ingénierie financière a encore de beaux jours devant elle, notamment si on se fixe comme ambition de verdir et de responsabiliser le secteur de la finance dans sa globalité. Je ne parle pas ici uniquement de la finance verte. Pourquoi je dis ça? Parce que effectivement, la résilience des infrastructures renouvelables vont probablement provoquer un afflux des liquidités vers les sociétés de gestion, les fonds qui gèrent ce type d'actifs. Et je pense qu'on est à un moment phare, c'est-à-dire que ces sociétés de gestion aujourd'hui se retrouvent, à mon avis, un peu en position de force vis-à-vis de leurs LPs pour, pourquoi pas, tester de nouveaux instruments financiers qui soient plus responsables. Où il y ait peut-être une idée de partage de la valeur pour accompagner notamment les entreprises qui sont en transition. Et donc, vous voyez bien que je ne parle pas que des purs players de la transition énergétique, mais ça peut être les entreprises du monde de l'agroalimentaire ou du secteur agricole qui ont besoin d'être incentivées pour accélérer leur transition. Et d'ailleurs, nous, on a mis en place pour la première fois, dans le cadre du deal avec Amarenco, une obligation convertible responsable. Donc, c'est une obligation convertible au niveau corporate, hein, c'est une première en Europe. Et donc, on a indexé en fait le coût de cette obligation sur l'atteinte de certains KPIs qui sont environnementaux, mais aussi sociétaux. Et je pense qu'on peut pousser encore plus loin la réflexion et l'innovation financière en réfléchissant à de nouveaux instruments de hard equity plus responsables. Et puis, moi, j'ai toujours cette idée peut-être utopique, mais qu'un jour, on arrivera aussi au moment de la sortie à valoriser des externalités positives, c'est-à-dire à les monétariser. Bon, c'est des recherches qui durent depuis des dizaines d'années, hein, mais il y a bien un jour où quelqu'un va s'y essayer. Et en tout cas, nous, c'est un champ de réflexion qu'on a en interne chez IDIA. Merci Maud, très intéressant aussi sur cette perspective. Sylvie. Oui, moi je termine juste en disant que je suis d'accord en fait sur tout ce qui a été dit et notamment sur le fait qu'il y a des investissements dans les 3 transitions, pas seulement la transition énergétique, mais aussi la transition démographique et la transition aussi numérique et la couverture des territoires avec les réseaux. Je pense on sent une appropriation des collectivités locales par rapport aux projets dans ces transitions, avec la volonté d'avoir des projets qui sont acceptables sur le point de vue, au point de vue local, notamment je pense aux projets solaires. On est très attentif à ça, à des projets qui soient vertueux sur le plan du développement durable. Il y a aussi en fait beaucoup de sujets de mobilité électrique en région, avec notamment des flottes de véhicules électriques, avec aussi un développement dans l'hydrogène.
Il y a la volonté de soutenir aussi des nouvelles filières industrielles qui sont intéressantes, toujours aussi par exemple dans l'hydrogène. Et je pense qu'il y a aussi un rôle des investisseurs dans le soutien par rapport aux projets innovants. On voit quand même des nouvelles technologies qui se déploient associées à ces transitions. Et donc, je pense que les fonds et les investisseurs financiers de manière générale ont tout leur rôle à jouer, aussi bien en equity qu'en dette subordonnée, pour en fait accompagner ces projets qui vont être moins leveragés que les projets classiques. Voilà. D'accord, ben merci beaucoup Sylvie. Nous n'avons pas d'autres questions de la salle. Je ne sais pas si vous avez, nos speakers émérites, quelques points complémentaires pour conclure ou une ou deux idées sur lesquelles vous souhaiteriez réagir. Sinon, ce sera le mot de la fin. Bon. Eh ben, écoutez, en tout cas, un grand merci parce que je pense qu'on a un tout petit peu dépassé, mais pas trop, vu la qualité de vos interventions, puis surtout le positionnement de la place qui couvre beaucoup des besoins de toutes nos entreprises. Un grand merci à vous tous et puis au public qui vous a écouté aujourd'hui. Bonne journée à tous et à très vite pour d'autres mardis du financement, peut-être à la rentrée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.